Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. Elle est l'un des meilleurs compagnons des peuples Hula et Huila lors des fêtes et réjouissances comme la fête identitaire de Novicha que représente la serviette blanche dans le code vestimentaire des Popo, élément de réponse dans cette édition. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et sécuriser les données informatiques? On en parle. On parlera également des villes dans cette édition, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. La fête identitaire de Novicha est un rendez-vous annuel exceptionnel. C'est une occasion de retrouvailles, de réconciliation et d'échange entre les peuples Hula et Huila. À chaque édition, les serviettes sont les meilleurs compagnons des Popo lors de la célébration de cette fête identitaire. Elle fait partie des petits objets de communication symbolique qui font l'unanimité entre visiteurs, populations autochtones et touristes. Un vrai trait d'union. Élément de réponse dans ce reportage. Les jours de fête, un Hula doit mettre sa serviette au cou et c'est ça qui le fait distinguer des autres. Au Bénin, notamment dans certaines régions côtières du sud, le port d'une serviette de toilette au cou permet de reconnaître les peuples Hula et Huila. Si de nos jours, elle est utilisée comme un complément de la tenue de sortie, le port de la serviette est né chez les pêcheurs depuis plus d'un demi-siècle. C'est nos parents, en allant à la pêche pour essuyer la sueur et les brins d'eau de mer, ils mettent toujours les serviettes au cou pour essuyer leur visage à chaque fois qu'ils reçoivent ces jets d'eau. Et c'est rentré alors dans la culture des peuples Hula. Dès lors, c'est devenu une marque identitaire qui, au fil des décennies, a laissé une influence sur le vécu des populations Hula et Huila. À Gbekon, par exemple, le port de la serviette est un symbole de reconnaissance sociale. Il y a une façon de porter la serviette. Quand une autre personne qui n'est pas de l'air culturel porte la serviette, on le sait. Vous avez vu ici, c'est descendu un peu plus bas par rapport à l'autre côté. Nos parents, quand ils revenaient de la pêche, il faut savoir qu'avec les poissons à côté, il y a beaucoup de mouches. Alors quand les gens portaient la serviette, c'est juste pour renvoyer les mouches ou bien pour essuyer et la sueur. Quand la serviette est déjà pendante, il vous suffit de prendre le côté qui est pendant et pour vous essuyer le visage. La serviette, elle est l'un des meilleurs compagnons des peuples Hula et Huila lors des fêtes et réjouissances. Un mode vestimentaire qui tend à devenir un patrimoine national. La valorisation de cet attrait vestimentaire pourrait non seulement renforcer notre identité culturelle, mais aussi être source de devises pour le tourisme et l'économie culturelle. Venons-en maintenant au piratage, un phénomène qui est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise des mesures s'avère donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment sécuriser ces données informatiques? Élément de réponse dans ce reportage. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate, il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients et des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès
afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. On change de registre pour parler à présent des villes, ces espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon leur statut et leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction comme Cotonou, Porto Novo, Ouidah, Parakou et bien d'autres. Mais comment naissent les villes et sont-elles planifiées comme pôles de développement? Des questions auxquelles Daniel Rompévi, urbaniste, donne ici des éléments de réponse. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord ? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matière première. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Hola, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouidah également ont commencé par délaisser Ouidah pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc nos villes n'ont pas été planifiées et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. Direction à présent le Nigeria. L'industrie de la noix de coco est en plein développement depuis quelques années. Avec l'essor de la demande mondiale, de nombreuses opportunités économiques s'offrent aux acteurs privés et publics. Une nouvelle unité de production d'huile de coco va démarrer ses activités en septembre prochain au Nigeria. Cette installation sera dotée de 3 lignes de production d'une capacité totale de traitement de 66 tonnes de noix de coco par jour. Avec ce projet, les autorités devraient tirer profit de la demande mondiale grandissante pour le produit dans des industries alimentaires, la cosmétique et la pharmacopée.
D'autres informations au plan international dans cette édition. Écho Inter de ce jeudi est présenté par Émile Azokota. Les pénuries d'énergie électrique qui touchent la Côte d'Ivoire depuis le mois d'avril affectent les broyeurs de cacao transformateurs des fèves. Et cela pourrait avoir des conséquences sur toute la filière. La baisse de l'activité de broyage prévue pour ce mois de mai devrait être de 40% en moyenne, sachant que la quantité de fèves traitées par mois en Côte d'Ivoire tourne généralement autour de 45 à 49 000 tonnes. Déjà que pour le mois de juin, les prévisions ne sont pas meilleures. Un coup dur pour le premier producteur mondial de cacao qui a tout fait ces dernières années pour augmenter les quantités de fèves broyées localement afin de valoriser son produit et créer la plus-value qui va avec. Les usines qui s'en sortent le mieux sont celles qui sont équipées de générateurs. Le syndicat des riziculteurs de France tire la sonnette d'alarme. La production de riz devrait chuter de 25 à 30% en Camargue où est cultivé l'essentiel du riz français. La raison ? Plusieurs agriculteurs abandonnent cette culture millénaire pour les légumes. Il devait être environ 50 agriculteurs à transformer cette année leur surface rizicole en maraîchage. Une situation qui est due à l'interdiction en France de produits phytosanitaires considérés dangereux pour l'environnement. La France est donc loin derrière l'Italie, 250 000 hectares, et l'Espagne, 120 000 hectares. Alors que la progression du variant du coronavirus B.1.617.2 dit indien menace le déconfinement au Royaume-Uni, la France va mettre en place un isolement obligatoire pour les voyageurs en provenance de pays, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Lors de sa traditionnelle conférence de presse tenue à l'issue du Conseil des ministres, Attal a fait savoir que la date d'application de cette mesure sera précisée dans les prochaines heures. Cette décision fait suite à celle de l'Allemagne le 23 mai de soumettre les voyageurs venus d'outre-Manche à une période de quarantaine incompressible. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le www.ortb.bg.